La dernière chose que j'ai ressentie, c'était mon corps se désintégrer, chaque os, chaque muscle broyé par l'impact. Depuis que j'ai ouvert les yeux ce matin-là, une étrange sensation m'oppressait. Quelque chose n'allait pas, j'en étais certain. C'était comme un pressentiment, une lourdeur dans la poitrine qui ne voulait pas disparaître, un murmure au fond de mon esprit qui me disait de ne pas prendre cet avion. Mais j'avais promis à ma copine que je viendrais la voir. Cela faisait presque un mois que nous ne nous étions pas vus, et je n'allais pas laisser une simple angoisse gâcher nos retrouvailles. J'ai donc ignoré cette sensation, me convainquant que c'était simplement l'anxiété habituelle avant un vol. L'aéroport était comme d'habitude bruyant, plein de monde, mais une part de moi ne pouvait s'empêcher de chercher des signes. J'observais chaque visage, chaque mouvement, à la recherche de quelque chose qui justifierait ma peur, mais rien. L'embarquement s'est fait sans incident. Je me suis installé dans mon siège, et bouclé ma ceinture, et ai essayé de me détendre. Pourtant, la sensation de malaise persistait, s'intensifiant à mesure que l'avion roulait sur la piste. Le décollage s'est déroulé sans problème, mais à peine avions-nous atteint notre altitude de croisière que tout a commencé à se dégrader. D'abord, ce fut un bruit sourd, quelque part à l'extérieur de l'avion. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale, et j'ai regardé autour de moi, cherchant des réponses dans les regards des autres passagers. Certains avaient levé les yeux de leurs écrans, inquiets. Puis, la secousse est venue, brutale, faisant trembler tout l'appareil. Les masques à oxygène sont tombés du plafond, et l'alarme stridente de l'avion a commencé à retentir. Les cris ont commencé. D'abord un, puis plusieurs, comme une vague de panique qui envahit la cabine. J'ai entendu quelqu'un prier à voix haute, tandis qu'une mère serrait son enfant contre elle, les larmes roulant sur ses joues. Le moteur droit, visible depuis ma fenêtre, était en feu, les flammes léchant le fuselage avec une intensité terrifiante. L'avion a commencé à descendre, de plus en plus vite. J'ai senti la pression de l'air s'intensifier, mes oreilles se bouchant douloureusement. Les secousses étaient si violentes que je ne pouvais même pas m'accrocher à mon siège. Mon cœur battait à tout rompre, et tout mon corps était figé de terreur. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était la fin. Je ne pouvais rien faire, juste attendre l'inévitable. Le sol se rapprochait à une vitesse hallucinante, et une pensée fugace a traversé mon esprit, c'est ainsi que je mourrais. La dernière chose que j'ai ressentie, c'était mon corps se désintégrer, chaque os, chaque muscle broyé par l'impact. Puis, plus rien. Soudain, mes yeux se sont ouverts. J'étais debout, mes mains tremblaient, mais j'étais vivant. Devant moi, le taxi venait de s'arrêter, prêt à m'emmener à l'aéroport. Mon sac était posé à mes pieds, comme si rien de tout cela ne s'était passé. Je n'avais pas dormi, je le savais. Aucun moment d'inconscience, aucun rêve. J'étais sur le point de monter dans ce taxi, comme si cette journée avait suivi son cours normal. Mais c'était impossible. J'avais ressenti la mort, je l'avais vécue. En montant dans le taxi, j'ai regardé mes mains, comme pour m'assurer que j'étais bien là, dans mon corps. Tout semblait normal, à quelques détails près. Mon sac n'était pas exactement comme je l'avais laissé, et le chauffeur n'était pas celui que je me souvenais avoir réservé. Il m'a souri, mais quelque chose dans son sourire me mettait mal à l'aise, comme s'il savait ce que je venais de vivre. Depuis cet instant, des choses étranges ont commencé à se produire. Des détails mineurs de ma vie étaient différents. Des objets déplacés, des conversations qui ne se déroulaient pas comme je les connaissais. C'était comme si ma conscience avait été arrachée à mon corps au moment de l'impact et transplantée dans une version de moi-même qui vivait dans un univers parallèle. Un univers où j'avais survécu, mais à quel prix ? Je ne peux m'empêcher de penser que je suis un étranger dans ma propre vie, un intrus dans un monde qui n'est pas tout à fait le mien. Les détails s'accumulent, et le malaise grandit. Je suis vivant, oui, mais dans une réalité qui m'est de plus en plus étrangère. Et chaque jour, je me demande, qui suis-je vraiment ? Je ne devrais pas être en vie pour raconter cette histoire. Pourtant, me voilà. Tout a commencé par une journée qui, en surface, semblait des plus ordinaires. Le genre de journée où rien de spectaculaire n'est censé arriver. Mes amis et moi étions en route vers une montagne que nous connaissions bien, un rocher immense qui nous défiait depuis longtemps.
Nous avions grimpé ensemble tant de fois, toujours sans corde, par pure arrogance ou par confiance aveugle en nos compétences. La montée était parfaite. Chaque prise était sûre, chaque mouvement calculé avec précision. Le soleil chauffait la roche sous mes doigts, et j'avais cette sensation familière de maîtrise, d'assurance totale. Rien ne pouvait mal tourner. Je m'approchais du sommet, mes amis en bas m'encourageaient, leur enthousiasme résonnant dans l'air calme. Puis, tout a basculé. Alors que je cherchais une nouvelle prise, j'ai senti quelque chose de léger, presque imperceptible, se poser sur ma main. Mon regard s'est figé sur une petite créature à 8 pattes, une araignée. Une vague de panique a submergé ma raison. Mon corps a réagi sans que je puisse contrôler quoi que ce soit. J'ai lâché prise. La chute était inévitable. Je me suis vu plonger dans le vide, le paysage se déformant en une spirale d'images floues. J'avais lu des histoires où les gens disaient voir leur vie défiler devant leurs yeux au moment de leur mort. C'est ce qui m'est arrivé. Un enchaînement rapide de souvenirs, des visages aimés, des moments heureux, et puis, l'impact. Une douleur écrasante, et le noir total. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais à l'arrière de notre voiture, celle-là même que nous avions prise ce matin-là pour aller grimper. Le soleil était toujours bas, indiquant que peu de temps s'était écoulé. Mes amis discutaient à l'avant, sans se douter de ce que je venais de vivre. Je n'ai jamais parlé de cette expérience à qui que ce soit, mais depuis ce jour, j'ai remarqué des choses étranges. Des détails subtils qui ne collent pas tout à fait à ce que je connais, une phrase qui change, un paysage légèrement différent, des souvenirs qui semblent déformés. Comme si, en tombant, j'avais glissé dans une autre réalité, une version du monde presque identique, mais pas tout à fait. Je ne sais pas si je suis toujours en train de chuter, ou si je me suis réveillé dans un monde qui n'est plus le mien. Tout ce que je sais, c'est que ce jour-là, quelque chose a changé à jamais. Je rentrais chez moi à pied à Moscou, la nuit tombait doucement, et l'air froid mordait ma peau. Les rues étaient calmes, presque désertes, et l'obscurité enveloppait les immeubles qui semblaient se fondre dans le ciel noir. J'appréciais ces moments de solitude, lorsque je pouvais me perdre dans mes pensées tout en marchant à travers la ville. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Il y avait une tension dans l'air, une sorte de malaise que je ne pouvais pas expliquer. Alors que je tournais à un coin de rue, je l'ai entendu. Un bruit de pas derrière moi, suivi d'une voix rauque qui m'ordonnait de ne pas bouger. Cette voix, elle me semblait étrangement familière, mais dans la panique, je ne parvenais pas à la replacer. Je me suis retourné, et j'ai vu un homme qui me fixait, une bouteille cassée à la main. Son regard était fou, dément, et il s'avançait vers moi avec une détermination terrifiante. Mon instinct de survie a pris le dessus, et sans réfléchir, je me suis mis à courir. Mes pieds frappaient le pavé glacial, mon souffle s'accélérait, et mon cœur battait à tout rompre. Mais l'homme ne lâchait pas prise. Il me suivait de près, sa respiration lourde résonnant derrière moi. Je n'avais jamais ressenti une telle peur de ma vie. Je tournais dans une petite ruelle, pensant pouvoir lui échapper, mais je me suis retrouvé coincé, bloqué par un mur impénétrable. Je me suis retourné pour faire face à mon agresseur, mais il était déjà sur moi. J'ai tenté de crier, de demander de l'aide, mais il m'a plaqué une main sale sur la bouche, m'étouffant à moitié. Avant que je ne puisse réagir, il a levé la bouteille cassée et, d'un coup sec, m'a tranché la gorge. La douleur était immédiate, intense. Je sentais la coupure s'ouvrir dans ma chair, le sang chaud couler le long de mon cou, et la vie s'échapper de mon corps. Tout devenait flou, les bruits s'estompaient, et une obscurité douce m'enveloppait. C'était la fin, ou du moins, c'est ce que je croyais. Soudain, j'ai ouvert les yeux. J'étais de nouveau dans la rue, celle que j'avais traversée auparavant. Mais cette fois, les choses étaient différentes. Je tenais une bouteille à la main, et je titubais, complètement ivre. Mon esprit était embrouillé, mais je voyais une silhouette familière au loin. C'était quelqu'un que je connaissais, mais mon esprit embrumé ne parvenait pas à se rappeler de qui il s'agissait. Je l'ai appelé, lui criant de s'arrêter, mais la personne continuait de marcher. J'ai essayé de la suivre, mais mes jambes ne me portaient plus, et je m'effondrais presque sur le sol. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, chez moi, une sensation étrange m'envahissait. Tout semblait irréel, comme un rêve,
mais les souvenirs étaient trop vifs pour être de simples illusions. Mon esprit tournait en boucle, essayant de comprendre ce qui s'était passé. C'est alors que j'ai remarqué une bouteille vide sur la table. C'était une marque d'alcool que j'avais toujours détestée, mais cette nuit-là, j'en avais bu jusqu'à en perdre la raison. Et pour une raison que je ne pouvais pas m'expliquer, je l'avais appréciée. Il y a 2 semaines, j'étais sur le point de me préparer pour une fête à 6 heures. Juste avant que je ne commence à me préparer, une de mes amies m'a envoyé un message, super excitée parce que le garçon pour lequel elle a le béguin depuis 4 ans l'a finalement invitée à sortir et qu'il vient avec elle à la fête. Pendant que je lui répondais, mon jeune frère est entré dans ma chambre et m'a demandé si je pouvais le conduire chez son ami, ce que j'ai accepté de faire. Je suis ensuite allé dans la salle de bain pour prendre une douche et me maquiller. Je suis donc entré dans la douche, mais lorsque j'ai voulu me laver les cheveux, j'ai réalisé que mon après-shampoing était terminé. J'étais très énervé, parce que je ne l'avais acheté que quelques jours auparavant et qu'il s'agit d'une marque coûteuse. Ma petite sœur utilise toujours mes produits, alors je savais qu'elle les avait tous utilisés. Elle avait également saccagé la salle de bain, laissant de l'eau partout et sa serviette sale sur le sol. J'étais furieuse et je m'apprêtais à sortir de la douche pour l'engueuler et aller chercher de l'après-shampoing. Mais alors que j'allais sortir, j'ai réalisé à la dernière seconde qu'elle avait soulevé le tapis antidérapant que nous avons au fond de notre baignoire. Notre baignoire est super glissante sans le tapis antidérapant. Alors que j'allais sortir, mon pied a glissé et je suis tombé avec le cou sur le bord de la baignoire. Le temps a semblé ralentir dans ma tête, et je me souviens que ma dernière pensée a été « Waouh, c'est comme ça que je meurs. C'est tellement stupide. » Mais voilà, au moment de l'impact, je me suis réveillé en sursaut, de retour dans mon lit. Je sais que ça a l'air stupide et ringard, comme un truc tiré d'une série Netflix débile, mais il n'y a littéralement pas d'autre façon de décrire ce qui s'est passé. J'étais allongé dans mon lit juste avant de me lever pour me doucher la première fois, mais je ne me souviens pas m'être endormi. Et le fait est que je fais des rêves lucides depuis environ 5 ans, et si c'était un rêve, il était bien plus vivant que tout ce que j'ai jamais vécu. Ce qui m'a fait bizarre, c'est que la même amie qui m'avait envoyé un SMS la première fois m'a envoyé un message après mon réveil pour me dire que le garçon pour lequel elle avait le béguin avait invité une autre fille à sortir, qu'elle était très déçue et qu'elle ne voulait pas venir à la fête. J'ai trouvé bizarre qu'il y ait une similitude entre ce rêve et la réalité, mais je n'y ai pas prêté attention au début. Alors que j'allais répondre, mon jeune frère est entré pour me demander si je pouvais l'emmener chez son ami. Mon visage s'est vidé de tout son sang. Il est resté sur le seuil de la porte, l'air confus, et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je me suis précipité dans la salle de bain, avec l'impression de perdre la tête, et j'ai vérifié le flacon d'après-shampoing. Je sais que cela semble complètement fou, mais la bouteille était finie comme avant. Et le tapis d'adhérence était relevé. À ce moment-là, je me suis recouché et j'ai envoyé un SMS à mes amis pour leur dire que je n'irai pas à la fête. Je travaille dans une station-service d'une chaîne qui n'a que des chiffres dans son nom. Nous sommes juste à la sortie d'une grande zone résidentielle, pas vraiment en plein milieu de nulle part, mais nous ne sommes pas non plus à proximité immédiate d'autres commerces, bien que nous ne soyons rarement complètement inactifs pendant des heures d'affilée. Il était un peu passé minuit, et avec tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup d'endroits ouverts la nuit à part les stations-service et les bars, donc c'était une soirée assez calme. J'étais le seul dans le magasin et une voiture s'est arrêtée à l'une des 2 pompes à double face à l'avant. Une voiture blanche à 4 portes assez standard. Je ne suis pas très bon pour reconnaître les marques de voitures, mais elle était un peu plus haut de gamme, genre classe moyenne supérieure, probablement seulement quelques années d'âge. Une femme sort de la voiture et commence à marcher vers notre porte comme si elle était dans un état second. Franchement, cette femme avait l'air d'avoir vu un fantôme. Elle avance en titubant, semble figée devant la porte pendant un instant avec un regard vide, puis elle entre. Elle ne cherche rien, ne commence pas à faire des courses, elle se tient juste là, immobile, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Encore une fois, les bars sont encore ouverts donc je me dis qu'elle est peut-être un peu saoule ou qu'elle a passé une mauvaise soirée, alors je lui lance le classique « Bienvenue à la station-service », faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour trouver quelque chose, et elle me remarque enfin et me pose immédiatement la question la plus bizarre qu'on m'ait jamais posée au travail, vous pouvez me voir, n'est-ce pas? Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Elle éclate en sanglots au milieu de mon magasin, alors je me dirige déjà vers elle pour voir ce qui se passe. J'ai mon téléphone portable en main au cas où je devrais appeler la police ou quelque chose pour elle. Je la fais s'asseoir sur une palette de soda à proximité et je lui donne une bouteille d'eau, et après avoir repris un peu son souffle, elle me dit « Je pensais que j'étais morte ». Là encore, je me dis qu'elle a peut-être pris quelque chose, mais c'est une femme d'âge moyen qui ressemble à une banale mère au foyer de banlieue. Nous vivons dans un township assez tranquille, loin des junkies typiques que l'on trouve plus près des grandes villes. Alors elle me demande si elle peut appeler son mari pour qu'il vienne la chercher et attendre avec moi. Elle a son propre téléphone et le fait, sans vraiment lui expliquer quoi que ce soit, juste en lui disant où elle est et s'il peut venir la chercher. Il lui dit qu'il va appeler un Uber et arrivera dès que possible. Nous attendons, personne d'autre n'est arrivé, donc je garde la plupart de mon attention sur elle et finalement elle commence à m'expliquer. Je rentrais chez moi après un dîner avec mes collègues et alors que je traversais une intersection proche que je reconnaissais, un camion a grillé un feu rouge et m'a percuté. Maintenant, sa voiture est toujours à la pompe sans une égratignure. Elle continue en disant qu'elle se souvient que sa voiture a été poussée contre un poteau, qu'elle a décollé dans les airs, puis plus rien. J'ai essayé de la calmer en lui disant que sa voiture est devant et qu'elle a l'air en parfait état, mais elle insistait pour dire qu'elle avait complètement perdu connaissance, qu'elle s'était réveillée dans une ambulance pendant une fraction de seconde, s'était évanouie à nouveau, et s'était ensuite réveillée de nouveau sur le siège conducteur de sa voiture à l'intersection, en attendant que le feu passe au vert, en parfait état. Tout cela l'a tellement effrayée qu'elle a conduit jusqu'au premier endroit qu'elle a trouvé, nous, juste pour pouvoir sortir de la voiture. Son mari est finalement arrivé pour la chercher. Il m'a demandé si j'avais une idée de ce qui s'était passé et même si elle m'avait un peu expliqué, j'ai simplement haussé les épaules parce que non, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Elle est montée à contre-séhur sur le siège passager de la voiture et il les a ramenés chez eux. C'était il y a des heures, après quoi j'ai travaillé tout un quart à la station en essayant de comprendre ce que diable je venais de vivre. Mon père et moi aurions dû mourir hier. Mon père me conduisait à l'aéroport hier matin, vers 4h30. Il faut environ 1 heure pour s'y rendre depuis notre maison. Nous roulions sur l'autoroute, sur un pont, et environ 40 minutes après être partis, j'ai regardé sur la droite et j'ai vu 5 voitures de police stationnées autour d'une intersection près d'une station-service. Mon père conduisait sur la voie de dépassement parce qu'il y avait plus de voitures autour de nous après avoir traversé la 210, et il a l'habitude de conduire plus vite. Il a remarqué qu'une voiture arrivait derrière lui, alors il a changé de voie. J'ai pensé que c'était étrange parce qu'il a tendance à accélérer quand il y a plus de trafic, et que c'était inhabituel de sa part, surtout qu'on était un peu juste pour arriver à l'aéroport. J'ai aussi pensé que si j'avais été au volant à ce moment-là, j'aurais aussi changé de voie. Puis j'ai tourné la tête pour regarder de nouveau les gyrophares près de la station-service qui avaient attiré mon attention. À peine 2 secondes se sont écoulées après avoir changé de voie, et il y a eu ce bruit assourdissant qui a filé à toute vitesse à côté de nous sur la gauche, suivi d'un énorme boom. Je me suis retourné pour voir ce qui s'était passé, et au moment où je commençais à me retourner, mon père s'est tourné vers moi avec le visage le plus bouleversé que je n'ai jamais vu. Il m'a crié « Tu as vu ça ? Tu as vu ça ?» très vite et avec une voix très aiguë. Il respirait très vite et semblait paniqué. Je pouvais voir qu'il était bouleversé, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à paniquer aussi. Je ne l'avais jamais vu aussi secoué ou bouleversé de ma vie. Je lui ai dit que tout allait bien, que c'était ok, qu'il devait continuer à conduire, et pendant que j'essayais de le calmer, j'ai vu des voitures de police filer de l'autre côté de l'autoroute. J'étais encore confus, mais ce que mon père m'a dit ensuite m'a fait comprendre ce qui venait de se passer. Il m'a dit, très sérieusement, en me regardant droit dans les yeux, « La personne derrière nous vient de mourir. » Ce qu'il a dit m'a frappé au plus profond de moi. Je me suis senti paralysé, et tout autour de moi s'est arrêté pendant quelques secondes lorsqu'il m'a dit ça. C'était difficile de détourner le regard de lui parce que tout ce que je voyais dans ses yeux, c'était la peur. D'une manière étrange, je me sentais en sécurité en le regardant parce qu'il me semblait que nous étions seuls dans ce moment, avec rien d'autre autour de nous. Je me suis retourné pour regarder derrière et j'ai vu des restes de feu et de fumée provenant d'une collision qui venait d'avoir lieu. Cette sécurité que je ressentais a été détruite en quelques secondes.
La voiture qui était juste derrière nous avait été percutée de plein fouet par quelqu'un qui roulait en sens inverse sur l'autoroute, dans la voie où nous étions juste avant. Si mon père n'avait pas changé de voie au moment où il l'a fait, nous serions morts immédiatement à l'impact. Après avoir réalisé tout cela, j'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas si je devais me sentir chanceux, reconnaissant, coupable ou triste. Je ne savais pas ce que je ressentais, mais c'était trop accablant pour moi. Tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer. C'est vraiment effrayant de penser que nos vies auraient pu se terminer si rapidement. C'était une expérience très humiliante à laquelle je ne peux pas arrêter de penser. J'ai l'impression que ça aurait dû être nous, et que je ne mérite pas cette chance. Honnêtement, je ne sais toujours pas quoi en penser, mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. En plus, je ne me souviens jamais de mes rêves, mais je me souviens parfois des cauchemars que je fais. Exactement une semaine avant cet incident, j'ai fait un cauchemar où je mourais dans un accident de voiture lors d'une collision frontale. J'ai entendu dire qu'on ne peut pas mourir dans ses rêves, mais j'avais vraiment l'impression de mourir. Tout est devenu noir au moment où j'ai été percuté. Je me suis réveillé terrifié, couvert de sueur, et je n'arrivais pas à croire que j'étais encore en vie. J'ai regardé l'horloge et il était 4h29. J'ai l'impression que j'étais censé mourir parce que je peux totalement m'imaginer mourir à ce moment-là. Je n'arrête pas d'imaginer mon père et moi mourant ensemble, chaque détail de cette scène. Même si je n'ai pas encore vécu de mariage ou fondé une famille, je me sens satisfait de ma vie jusqu'à présent. J'ai juste l'impression que j'aurais dû mourir. Comme si les chances de notre survie étaient impossibles parce que tout s'est joué en quelques secondes. Je ne sais pas quoi en penser, mais je me sens vraiment béni. Mon père m'a dit après coup qu'il avait entendu une voix lui dire de changer de voie. Je voulais partager mon expérience ici. Depuis cette expérience, j'ai appris que la raison pour laquelle je n'ai pas péri ce jour-là, c'est parce que je n'ai pas encore accompli ce pourquoi je suis ici. Nous sommes tous censés être encore en vie, sinon nous serions morts lors de ces expériences de mort imminente. Il n'y a pas de hasard. Tout arrive pour une raison. Nous ne connaîtrons peut-être jamais cette raison au cours de notre voyage, mais un jour, nous pourrions la découvrir. J'ai eu beaucoup d'expériences de mort imminente qui m'ont laissé avec des questions, des regrets, et de la culpabilité quant à pourquoi et comment je suis encore là alors que d'autres ne le sont peut-être pas. Je suis allé dans un bar avec un pote quelque part au début ou au milieu des années 2010. On s'est bien bourré la gueule et on a sauté dans ma voiture pour aller chez mon ami, ne conduisez pas en étant ivre, j'étais un idiot à l'époque. Donc, on roulait sur une route de campagne, il n'y avait personne autour, on faisait les idiots, et mon pote décide de choper le volant et de le tourner brusquement pour rigoler. Le volant m'échappe des mains, et on fonce droit sur un poteau téléphonique. Je me fracasse la poitrine contre le volant et je regarde mon ami traverser le pare-brise et percuter le poteau tête la première, puis tout devient noir. La chose suivante dont je me souviens, c'est que je suis de nouveau en train de conduire sur la route. Il tire le volant, mais cette fois, je l'attrape à temps. On a tous les deux dit quelque chose du genre « Putain, c'était chaud », il s'est excusé, et puis on est resté silencieux pendant un bon moment. Finalement, je lui ai raconté ce que j'avais vu, et il m'a dit qu'il avait tourné le volant, tout s'était illuminé en rouge, puis noir, et ensuite tout s'était réinitialisé. C'était super bizarre, mais je suis presque sûr qu'on est mort cette nuit-là et qu'on a sauté dans une autre réalité où on n'a pas vu l'accident. Et j'avais ce sentiment bien avant même d'avoir entendu parler de l'immortalité quantique. Revenons en septembre 2015, j'étais un élève de première année qui venait d'entrer au lycée 2 semaines auparavant. L'école me pesait déjà, et je continuais l'habitude que j'avais de faire des promenades pour me vider l'esprit. Ce jour-là, je me promenais autour d'un étang près de chez moi. Il y a un sentier qui fait le tour de l'étang, puis le sentier mène à un ensemble de voies ferrées abandonnées de l'autre côté, qui se trouve à environ 4,5 mètres au-dessus du chemin et de l'étang en contrebas. Après avoir fait le tour, je traversais les voies ferrées quand j'ai décidé que je voulais de la glace. Le moyen le plus rapide d'arriver à la boutique de glace était de prendre le chemin en dessous des voies ferrées, mais il n'y a aucun moyen de traverser l'étang sans refaire tout le tour, et à 14 ans, j'ai décidé que je pouvais simplement sauter des voies sur le chemin en dessous et continuer à marcher. Vu d'en haut, il ne semblait pas que le saut soit si grand, alors c'est ce que j'ai fait. La chose suivante dont je me souviens, c'est d'être à moitié conscient dans une ambulance.
Tout était extrêmement flou et les ambulanciers semblaient légèrement paniqués. Je n'étais pas capable de bouger aucune de mes jambes, donc je pense qu'elles étaient toutes les deux cassées. Cette scène a duré quelques minutes, jusqu'à ce que nous arrivions à l'hôpital et que je sois transporté aux urgences sur une civière. Je n'ai passé que quelques minutes aux urgences avant de finalement perdre toute conscience, et c'était la dernière chose que j'ai vue. Après avoir été inconscient pendant ce qui m'a semblé environ 1 heure, j'ai ouvert les yeux et j'étais par terre. Je venais de toucher le sol après avoir sauté, mais cette fois j'étais pleinement conscient. Je n'avais pas remarqué avant de sauter, mais une voiture était garée en me regardant. Je pense qu'ils pensaient que j'essayais de me suicider, mais ça devait probablement y ressembler, et les personnes à l'intérieur avaient sauté dehors et appelé une ambulance pour moi. Le trajet en ambulance avait été exactement le même que la première fois, et j'ai été emmené dans la même salle d'urgence où j'étais mort auparavant. La seule différence entre les deux événements, c'est que j'étais pleinement conscient cette fois, et mes blessures étaient beaucoup moins graves. J'ai été autorisé à quitter l'hôpital la même nuit, avec seulement des points de suture à la lèvre, une mâchoire légèrement fracturée et une légère commotion cérébrale. Pendant un certain temps après cela, j'ai supposé que le premier scénario n'était qu'un rêve étrangement coïncident que j'avais eu pendant que j'étais inconscient, donc je ne l'ai pas considéré comme anormal. Ce n'est que quelques semaines plus tard, lorsque ma mère m'a dit que les personnes qui m'avaient aidé ont dit que j'avais été conscient tout le temps, je n'avais pas été assommé après avoir touché le sol ou quoi que ce soit. Donc, tout ce scénario s'est produit dans les quelques secondes qu'il m'a fallu pour toucher le sol, alors que j'étais encore conscient. Bref, je ne suis pas très doué pour décrire les choses, surtout avec à quel point ce jour est flou maintenant que cela remonte à des années. Mais, j'ai 17 ans maintenant, et je n'ai toujours aucun moyen d'expliquer ce qui s'est passé ce jour-là, à part que je suis mort, et qu'on m'a donné une seconde chance. Connaissez-vous la théorie selon laquelle, lorsque des personnes meurent dans une ligne temporelle, elles se déplacent dans une autre ? Je pense que cela m'est peut-être arrivé. Début juillet de cette année, ma famille et moi faisions un voyage en voiture vers le Montana pour rendre visite à nos grands-parents. Avant le voyage, j'avais un sentiment horrible à propos de ce départ. Je voyais sans cesse des images d'accidents de voiture dans ma tête, et j'étais convaincu que nous allions en avoir un si nous partions. C'était tellement étrange, parce que j'ai un trouble anxieux assez sévère, mais cela ne ressemblait pas du tout à mon anxiété habituelle, et je n'ai jamais eu d'anxiété à propos des voyages en voiture, je les adore. Alors, nous sommes partis ce samedi-là. J'avais dit à mes parents que j'avais un mauvais pressentiment à propos de ce voyage, mais ils m'ont ignoré, pensant que j'étais juste anxieux. Pourtant, je n'avais jamais été aussi sûr de quelque chose de toute ma vie. Monter dans cette voiture, c'était comme signer ma propre condamnation à mort. Nous avons roulé pendant environ 6 heures, et à ce moment-là, j'ai commencé à penser que j'étais ridicule, et une vague de calme m'a envahi. C'est là que les choses deviennent étranges. Mon père passe sous un pont, et tout change. J'ai l'impression de voir tout au ralenti pendant environ 4 minutes. Mes parents plaisantaient juste avant, mais leur visage bougeait si lentement, puis la lumière dans la voiture a commencé à changer. C'était la partie effrayante parce que j'avais l'impression de devenir fou. Pendant quelques secondes, il y a eu une énorme illumination de lumière dans notre voiture, et j'ai regardé ma famille sans pouvoir dire qui ils étaient ou ce qu'ils représentaient pour moi. Et puis tout est revenu. La lumière a changé, et je savais qui était tout le monde, mais j'avais l'impression que quelque chose d'imperceptible avait changé. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de comprendre les quelques minutes précédentes, et quand j'ai cherché à me souvenir, j'ai vu du sang, notre voiture et une autre mini-fourgonnette en ruine sur le bord de l'autoroute, juste après le pont, et des corps mutilés. Je me souvenais de sensations que je n'aurais pas dû connaître, à quoi ressemble de la matière cérébrale éclaboussée, l'odeur de quelque chose qui brûle, la sensation de ne plus pouvoir respirer. Mais cela ne s'est jamais produit ? Pourtant, je me souviens que la voiture devant nous avait changé de voie même s'il y avait un camion devant nous, qu'elle s'en est rendue compte à la dernière seconde et nous a percutés latéralement. Je n'ai aucun antécédent de psychose, et je n'ai jamais été dans un quelconque accident de voiture. Ce n'était pas un trouble de stress post-traumatique, et je n'avais jamais eu d'anxiété en voiture de quelque manière que ce soit avant cela. Et peut-être que j'aurais pu passer outre, mais j'y pense encore quand je conduis ma propre voiture. Et cela m'a rendu un conducteur plus prudent. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était juste une situation étrange, et j'ai eu le sentiment distinct à ce moment-là que j'étais mort d'une certaine manière.
Je ne suis pas une personne spirituellement sensible de quelque manière que ce soit, je suis un scientifique dans l'âme, mais c'était vraiment quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et j'accepte pleinement que je puisse trop interpréter cet événement, et pour une raison quelconque, j'ai imaginé un événement qui ne s'est jamais produit, mais je pensais que je devrais quand même le partager. Il y a des années, j'étais au plus bas de ma vie. Je me faisais du mal et j'avais tellement de pensées suicidaires. Un jour, j'ai décidé de mettre fin à tout ça, j'ai écrit une lettre pour dire au revoir à tout le monde et j'ai inscrit les noms de mes proches à la fin de la note. Je me suis mis dans la baignoire et j'ai scotché la note sur ma porte, j'ai mis mes chansons préférées pour au moins avoir un peu de plaisir en mourant. J'ai préparé une petite boisson avec des substances toxiques à boire au cas où je ne mourrais pas. J'ai bu la boisson en premier et j'ai fait une pause parce que c'était littéralement dégoûtant, mais je devais l'avaler. Ensuite, j'ai commencé à me poignarder à la gorge 2 fois, je ne me souviens plus exactement, mais j'étais trop faible pour me poignarder rapidement parce que j'avais tellement mal, puis j'ai perdu connaissance. Je ne suis pas mort, mais à la place, j'ai vu mon corps sans vie, comme à travers un angle de caméra. C'était vraiment perturbant, de me voir mort et déformé comme ça, des fluides sortaient de ma bouche, mes yeux étaient immobiles. Puis je me suis réveillé, la boisson encore dans ma main. J'étais confus, perturbé et terrifié. Je ne pouvais pas comprendre ce que je venais de voir. J'ai décidé de ne pas le faire parce que je ne peux pas imaginer mes parents me trouver comme ça. Ce dimanche 24 juillet, je suis sorti cueillir des champignons lorsque je suis tombé sur un que je n'ai pas immédiatement reconnu. J'ai fait une recherche d'images, mais les résultats étaient inconclusifs, alors j'ai décidé de le goûter pour voir s'il avait un goût amer, signe qu'il pourrait être toxique. Eh bien, il n'était pas amer, et j'en ai mangé environ la moitié. J'ai découvert plus tard qu'il s'agissait d'un champignon toxique, un faux mousseron. À minuit, je me suis réveillé, et pendant les 6 heures suivantes, j'ai évacué ce qui semblait être chaque once de liquide de mon corps. C'était vraiment un spectacle. Je suis allé travailler à 7 heures, mais je suis parti vers midi car je n'arrivais pas à me concentrer. De retour chez moi, j'ai bu beaucoup de ginger ale et j'ai finalement réussi à m'endormir vers 19 heures. Le rêve que j'ai fait était aussi réel que l'expérience que je vis en vous écrivant ceci. Dans ce rêve, ma femme me réveillait pour que j'aille changer les enfants. Je me suis levé du lit, j'ai sorti le premier de son berceau et j'ai vu que sa couche débordait de caca. J'ai pensé, merde, je vais vérifier l'autre. Je l'ai soulevé de son berceau, j'ai senti la couche, et elle sentait le caca, donc je savais que je devais changer les deux. Je les ai allongés sur la table à langer et j'ai commencé à les changer en même temps. Lingettes humides, poudre pour bébé, nouvelle couche, tout. Les bébés sentaient bon, je leur ai donné un baiser à chacun, je les ai remis dans leur berceau, fermé la porte, et je suis retourné dans ma chambre. Je me suis allongé à côté de ma femme, et alors que je fermais les yeux, je me suis réveillé dans cette vie. Mon pull et mon pantalon étaient trempés de sueur, au point que j'aurais pu les tordre pour en faire sortir de l'eau. Je me sentais incroyablement bien, comme si c'était la meilleure sensation que j'avais ressentie depuis 4 ans. Cette expérience m'a vraiment marqué, j'ai vu les visages de mes enfants, et mon cœur était rempli d'amour pour eux. Je ne sais vraiment pas quoi penser de cette situation. Aussi malade que j'ai pu être dans le passé, je n'ai jamais eu de rêve fiévreux, ni de rêve aussi réel que celui-ci. J'avais tous mes sens, et dans mes rêves habituels, je ne peux pas sentir les odeurs, car je ne peux pas vraiment sentir dans la vie réelle. Je ne sais pas quoi en penser, l'expérience est terminée, mais le sentiment d'amour reste. L'été dernier, je conduisais sur l'autoroute. J'étais seul dans la voiture et c'était une journée claire et ensoleillée. Pas un nuage dans le ciel. Il y avait un semi-remorque à environ 15 mètres devant moi, et une voiture rouge à quelques longueurs de voiture derrière moi. J'ai baissé les yeux une fraction de seconde pour ajuster le volume de la stéréo et quand j'ai relevé les yeux, un épais brouillard s'était installé et le semi-remorque devant moi était couché sur le côté, glissant rapidement vers moi. Je savais avec une certitude absolue que j'allais mourir. J'ai ressenti de la panique, mais aussi une dévastation écrasante de ne pas pouvoir voir ma fille grandir. Je n'avais jamais ressenti quelque chose de semblable auparavant ou depuis une terreur aveugle, une tristesse accablante,
la connaissance que c'était la fin, et du chagrin parce que je n'étais pas prêt. J'ai ouvert la bouche pour inspirer ou crier ou quelque chose. J'ai dû cligner des yeux à ce moment-là, car soudain, la journée était à nouveau ensoleillée, le semi-remorque était debout et roulait normalement, toujours à environ 15 mètres devant moi, et la voiture rouge était toujours à quelques longueurs de voiture derrière moi. J'étais sous le choc. J'ai dû m'arrêter sur le bord de l'autoroute pour faire une crise de nerfs parce que quelques secondes auparavant, j'étais sur le point de mourir. Je suis resté dans la voiture pendant quelques minutes, sous le choc. Je sais ce que j'ai vécu. J'étais à 100% sobre. Je n'ai jamais eu d'hallucination. Je suis une personne très sensée et sceptique. Mais je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Prémonition ? Suis-je mort dans un univers alternatif ? Quelqu'un d'autre a-t-il vécu quelque chose de semblable ? Je ne suis pas très doué pour raconter des histoires, mais je vais essayer de décrire mon expérience du mieux que je peux. En janvier 2019, on m'a diagnostiqué un cancer de l'ovaire. Il commençait tout juste à se développer et ne s'était pas encore propagé à d'autres parties de mon corps. C'est pourquoi les médecins ont dit que je devais être opéré le lendemain pour le retirer. Cela faisait environ 2 mois que je subissais des tests rigoureux. J'ai donc subi l'opération le lendemain, et le jour de l'intervention, la chirurgienne en chef m'a dit qu'elle ne se sentait pas à l'aise d'opérer seule parce que ma tumeur cancéreuse était tellement grosse. Elle mesurait environ 10 cm, et ma taille ne fait que 22 pouces de circonférence. En gros, cette tumeur allait de mon côté jusqu'à mon nombril. J'étais inquiète, mais je leur faisais confiance, parce que qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, lol. Quand on m'a endormi avec l'anesthésie, j'ai eu l'impression d'être piégé dans une sorte de vide. Il n'y avait que de l'obscurité autour de moi. Je ne pouvais pas sentir mon corps, mais j'ai réalisé que je n'avais pas de corps. C'était comme si j'étais une pure conscience. Pourtant, je me sentais détendu. Je continuais à penser que je pourrais passer l'éternité comme ça. J'avais l'impression de flotter dans le néant pendant des semaines, et j'étais satisfaite. J'ai déjà été sous anesthésie avant, mais je n'avais jamais ressenti ça. Quand je me suis réveillé, on m'a dit qu'il y avait eu des complications pendant l'opération, ce qui avait pris quelques heures de plus. C'est là que je pense que je suis morte. L'opération était censée être assez simple. Le médecin a dit qu'elle l'avait déjà pratiquée plusieurs fois auparavant. Après cela, tout était différent. La personnalité de mes parents avait changé, celle de ma jumelle aussi, l'assistant chirurgien était différent, l'hôpital avait changé, ma situation de vie aussi, et soudain, j'avais des animaux de compagnie, littéralement tout avait changé. Soudain, je suis devenu extrêmement allergique aux abeilles alors que j'avais toujours adoré les abeilles et que je voulais devenir apicultrice. Je suis entrée à l'université à 16 ans, alors que je n'avais jamais été studieuse auparavant. Ma famille était autrefois si soutenante et aimante, mais maintenant, ils sont plutôt froids. J'étais dans une relation amoureuse avant, et puis mon copain est devenu émotionnellement abusif et manipulateur. Maintenant, je parle un peu chinois aussi, au niveau d'un élève d'école primaire chinois, ce qui est le détail le plus étrange pour moi. Et maintenant, la pandémie, qui dure bien trop longtemps. Cette chronologie me semble tout simplement fausse. J'ai l'impression de ne pas appartenir ici. Pourquoi ai-je dû venir dans cette chronologie ? L'anesthésie m'a appris que nous ne faisons jamais l'expérience de la non-existence. Quand j'avais environ 10 ans, j'ai subi une opération relativement complexe, et une chose qui m'a vraiment marqué lors de cette expérience, c'est que les 14 heures pendant lesquelles j'ai perdu conscience ne sont pas passées du tout pour moi. Ce que je veux dire, c'est que j'ai fermé les yeux, et l'instant d'après, ce qui m'a semblé être une fraction infinitésimale de secondes, je les ai ouverts, et apparemment 14 heures s'étaient écoulées. J'ai alors compris que, par définition, nous ne pouvons pas faire l'expérience de la non-existence. En effet, il existe des cas documentés de personnes étant dans le coma pendant de nombreuses années et se réveillant des décennies plus tard, décrivant que pour elles, aucun temps n'avait passé, et que juste avant de se réveiller, elles étaient exactement là où elles étaient des décennies auparavant, lorsqu'elles ont été plongées dans le coma. Je pense qu'il y a 2 mécanismes possibles que cela pourrait impliquer. D'une part, cela pourrait être une explication purement scientifique du concept de renaissance. Si, à la mort, nous cessons d'avoir conscience, nous ne ferons en réalité pas l'expérience du passage du temps.
Il n'y a pas de sommeil éternel. Il n'y a pas de temps du tout. Au contraire, s'il existe même la plus petite chance, aussi infime soit-elle, qu'après 1 trillion d'années, ou à travers n'importe quelle distance dans n'importe quelle dimension, l'énergie de l'univers s'aligne d'une manière ou d'une autre pour redonner naissance à notre conscience, alors de notre point de vue, nous ferons l'expérience de renaître à l'instant exact après notre mort. L'autre mécanisme possible est que notre expérience consciente trouve toujours une chronologie où nous persistons à avancer. Je suis une femme dans la quarantaine. J'ai une vie incroyablement heureuse et épanouissante. Parfois, j'ai l'impression de vivre un conte de fées. Mais je ne pense pas que j'étais censé avoir cette vie. Je crois que j'ai peut-être été tiré d'une autre ligne temporelle et placé dans celle-ci. Quand j'étais enfant, j'ai grandi dans une famille brisée et j'ai vécu des abus, de la négligence et la pauvreté. J'ai arrêté d'aller à l'école en classe de 4e. À l'adolescence, j'étais pratiquement sans abri, vivant sur les canapés de mes amis. Mes amis venaient presque tous de familles brisées aussi. C'était un mauvais entourage, pour ainsi dire, mais ils étaient ma communauté, mon soutien. Quand un adolescent n'a ni orientation, ni structure, ni soutien, ni supervision, de mauvaises choses se produisent. Très jeune, j'ai commencé à fumer, boire et me droguer. Je prenais des décisions dangereuses avec mes partenaires sexuels. Je volais dans les magasins. C'était comme dans le film 13, mais sans la maman aimante. À 18 ans, j'avais déjà passé du temps en maison de correction et en prison. On ne m'a jamais proposé de thérapie ou de service de soutien. Mon expérience avec le système judiciaire était entièrement punitive, ce qui m'a encore plus plongé dans le désespoir. Malgré tout cela, je savais que j'étais une bonne personne au fond de moi. J'étais gentil avec les autres, prête à aider, et poli. Le fait de ne pas avoir de véritable sécurité ou de soutien dans ma vie me faisait me sentir désespéré et effrayé. Pour faire face à ces sentiments, je me tournais vers la drogue. J'aimais faire la fête parce que cela me faisait me sentir mieux et me donnait un sentiment d'appartenance. Cela me faisait me sentir rebelle et cool. J'étais une énorme nerd à l'école primaire et au collège. J'aimais le contraste que cette persona de fêtarde me permettait d'avoir. Quand j'avais 18 ans, en 1999, ma mère a réussi à obtenir un appartement et m'a dit que je pouvais venir vivre avec elle. J'ai vu cela comme une opportunité de me remettre sur pied. J'avais un emploi dans un restaurant local et je voulais économiser de l'argent pour éventuellement avoir mon propre appartement. Cependant, j'avais encore beaucoup de traumatismes non résolus, et à ce moment-là, j'étais une consommatrice régulière de drogue. Je travaillais pendant la semaine, mais je dépensais tout mon argent en faisant la fête avec mes amis le week-end. Un soir, je suis rentré à l'appartement et j'avais un peu de méthamphétamine sur moi. Je me suis installé dans ma chambre, j'ai mis de la musique et j'en ai fumé un peu. J'ai sorti mon carnet de croquis et j'ai commencé à dessiner. Je passais un bon moment. La musique me parlait et les créations artistiques coulaient sur la page. J'en ai fumé un peu plus et j'ai continué à dessiner. Soudain, alors que je dessinais, mon carnet a disparu. Il est passé d'entre mes mains à nulle part. J'ai commencé à chercher autour de mon lit et je ne l'ai trouvé nulle part. Un instant plus tard, ma mère a ouvert la porte de ma chambre et m'a demandé ce que tout ce bruit dans la salle de bain signifiait. Je lui ai dit que je n'avais pas quitté ma chambre depuis 2 heures, et elle m'a regardé comme si j'étais folle. Elle a simplement dit, « Eh bien, tu y étais, mais va te coucher. » Je sais que j'étais sous l'influence, mais je me souviens de toute cette soirée très clairement, et je n'avais certainement pas quitté ma chambre. Mais à ce moment-là, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Alors je suis allé dans la salle de bain, et là, mon carnet de croquis était posé. Il avait d'une manière ou d'une autre atterri là, bien que je n'y sois jamais allé. J'aurais simplement mis cela sur le compte d'une perte de mémoire induite par la drogue si les choses n'avaient pas commencé à changer rapidement. Je soupçonne maintenant que le bruit que ma mère a entendu dans la salle de bain était en fait moi mourant d'une overdose dans la ligne temporelle d'origine. Ça me brise le cœur de penser que ma mère m'a trouvé comme ça dans cette autre réalité, mais je pense que c'est ce qui s'est passé. Quelques jours après cet incident dans la salle de bain, une situation a surgi où je ne pouvais plus rester dans l'appartement de ma mère. J'allais être de nouveau sans abri à 18 ans. Un parent qui vivait dans un autre état a eu pitié de moi.
Je n'avais pas vu ce parent depuis que j'étais au collège, mais il a gentiment dit que je pouvais venir séjourner sur son canapé. J'ai pris un bus Greyhound et j'ai voyagé vers cet état. Le lendemain de mon arrivée, j'ai trouvé un nouveau travail dans un restaurant local. En quelques mois, je suivais des cours dans un collège communautaire. Je me faisais de nouveaux amis, certains qui faisaient encore la fête et prenaient des drogues dures comme je le faisais dans mon état d'origine. Cependant, le désir de prendre des drogues dures a pratiquement disparu. Pas de cure de désintoxication, je n'ai pas eu du mal à arrêter. Elle ne semblait tout simplement plus être quelque chose que je voulais faire. Et je n'ai pas touché à une drogue dure depuis plus de 25 ans. J'ai arrêté de fumer des cigarettes et j'ai cessé toutes les autres conduites imprudentes que j'avais auparavant. J'ai fumé de manière responsable du cannabis pendant la vingtaine, et je buvais très modérément lors d'occasions spéciales, mais c'était tout. J'ai réussi à travailler pour payer mes études dans un collège communautaire. Même si j'étais dans une région où le coût de la vie était élevé, j'ai réussi à travailler un deuxième emploi et, avec quelques prêts étudiants, j'ai obtenu mon propre appartement. Finalement, j'ai réussi à entrer dans l'université de l'État. Je réussissais à l'université, même si je n'avais pas terminé la 4e. J'avais l'impression de vivre dans un film sur une fille normale qui va à l'université et a une vie normale. J'étais incroyablement fier de moi pour avoir obtenu un diplôme universitaire. Mais en même temps, cela ressemblait encore à une histoire, ou peut-être même à une simulation. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé pour diverses organisations à but non lucratif et j'ai eu une vie très épanouissante jusqu'à la fin de ma vingtaine. J'ai rencontré mon futur mari, qui est rapidement devenu mon meilleur ami. Il avait grandi dans la pauvreté et venait aussi d'une famille dysfonctionnelle. Cependant, il n'avait jamais été impliqué dans la drogue ou les ennuis avec la justice comme moi. Mon mari a commencé l'université plus tard dans la vie et n'a pas obtenu son diplôme avant que nous soyons mariés et dans la trentaine. Nous avons continué à travailler ensemble, à nous soutenir mutuellement, et à bâtir une vie ensemble. Nous avons eu 2 beaux enfants, un garçon et une fille, qui sont maintenant tous les 2 adolescents. Je peux leur donner la vie que je désirais si ardemment et dont j'avais besoin. Ils grandissent dans un foyer aimant et stable avec 2 parents. Ils vivent dans une région chère et culturellement diversifiée avec tant d'opportunités. Ils prennent des cours de ski et de piano. Des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. J'étais autrefois sans abri. Aujourd'hui, je suis propriétaire. Non seulement je suis propriétaire de ma résidence principale, mais je possède également une 2e propriété en tant que maison de vacances. En élevant mes enfants, je me suis impliqué dans diverses organisations et je suis devenu un membre respecté de notre communauté. Je siège au conseil d'administration d'organisations locales à but non lucratif et je travaille pour aider les jeunes en famille d'accueil. J'ai ouvert mon cœur à quelques amis proches, qui font tous partie de la haute société, à propos de mon passé. Personne ne peut y croire, car la vie que j'ai maintenant semble impossible compte tenu de mon passé. J'ai une vie que d'autres envient. J'ai une vie pour laquelle je suis immensément reconnaissante et dont je suis émerveillé chaque jour. J'ai un mariage heureux et stable, de beaux enfants, une sécurité et une richesse à long terme. Je suis un membre respecté de notre communauté et je détiens des postes de responsabilité dans des organisations à but non lucratif locales. Les adolescents issus de foyers brisés, vivant dans la pauvreté, ayant des problèmes de toxicomanie et étant impliqués dans le système judiciaire ne s'en sortent généralement pas bien. Le fait que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui, en venant de ce milieu, est presque inimaginable. La ligne temporelle sur laquelle j'étais m'aurait conduit en prison ou à une mort précoce. Je me souviens parfaitement du moment où j'ai su que j'allais mourir. Nous étions tous impatients de découvrir les fonds marins, de nager avec les poissons, d'explorer les récifs. Rien ne laissait présager ce qui allait se passer. Je me souviens de la sensation de l'eau froide contre ma peau lorsque j'ai plongé, du masque serré contre mon visage, de l'oxygène régulier qui remplissait mes poumons à chaque respiration. Tout semblait normal. Mais alors que je m'enfonçais plus profondément dans les abysses, quelque chose a mal tourné. Ma bouteille d'oxygène a soudainement cessé de fonctionner. Le manomètre est passé de la zone verte à la zone rouge en quelques secondes. J'ai essayé de remonter, mais une crampe brutale m'a saisi la jambe, m'immobilisant sur place. Le désespoir s'est emparé de moi. L'eau,
si accueillante au départ, est devenue mon tombeau. Je pouvais sentir mes poumons se contracter alors que l'air me manquait. Mes mouvements se faisaient plus lents, mes forces m'abandonnaient. Puis, tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongé sur la plage. J'ai d'abord pensé que quelqu'un m'avait sauvé, que j'étais encore en vie par miracle. Mais en me redressant, je me suis rendu compte que quelque chose clochait. La plage était vide, silencieuse, trop silencieuse. Aucun signe de mes amis, aucune trace de l'agitation habituelle. Et le plus étrange, c'est que mon corps ne portait aucune marque de l'accident, pas de douleur, pas de traumatisme. Je suis rentré chez moi, mais rien ne semblait normal. Tout était à sa place, mais il y avait des détails qui ne collaient pas. Ma clé semblait tourner de façon un peu plus difficile dans la serrure, mon chat, qui m'accueillait toujours en miaulant, restait prostré dans un coin. Les meubles étaient les mêmes, mais leur disposition semblait légèrement différente, comme si quelqu'un les avait déplacés de quelques centimètres. Puis les accidents ont commencé. Une semaine après ma mort, je conduisais pour aller faire des courses quand une voiture est sortie de nulle part et a failli me percuter de plein fouet. Le conducteur m'a regardé avec des yeux vides, inexpressifs, avant de disparaître dans une ruelle. J'ai freiné juste à temps, mon cœur battant la chamade, mais le sentiment de malaise ne m'a pas quitté. Les jours suivants, les incidents se sont multipliés. Des sans-abri m'ont accosté dans la rue, me murmurant des menaces incompréhensibles, leurs yeux brillant d'une lueur étrange. Un soir, alors que je marchais pour rentrer chez moi, l'un d'eux a sorti un couteau, me hurlant de ne pas bouger. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mon cœur battant à tout rompre, mais cette sensation d'être traqué ne m'a pas quitté. Il y avait aussi ces ombres que je voyais du coin de l'œil, toujours là, mais qui disparaissaient dès que je tentais de les regarder directement. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, essayait de m'éliminer, de corriger une erreur, de remettre les choses en place. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.